Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour la webconférence de la paillasse au chevet des femmes, l'espoir en laboratoire. Nous sommes extrêmement heureux et heureuses surtout de vous accueillir ce soir. On va attendre une dernière petite minute avant de lancer la présentation de cette 4e édition et d'une petite présentation des modalités techniques. On va se lancer tranquillement. Je vois que les participants arrivent. Donc, on va y aller sans plus attendre avec notre programme. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clara Guillemin. Je suis chef de projet à l'Institut des cancers des femmes, qui est porté par l'Institut Curie, qui est un IHU dédié à l'amélioration de la prévention, de la recherche et des traitements sur les cancers féminins, les cancers du sein et les cancers gynécologiques. Plus spécifiquement, je coordonne l'initiative le Women's Living Lab, qui a pour objectif de croiser les regards entre le soin, la recherche et les patientes autour des avancées, des améliorations, des innovations sur la qualité des soins. Ce webinaire mensuel de la paillasse au chevet des femmes, c'est un tout nouveau format. Il a été imaginé par 2 personnes, Dina Zielinski, qui est ambassadrice à Génétique Cancer, patiente et chercheuse de profession, ainsi que Clara Sebag, qui est oncologue à l'Institut Curie et qui avait un objectif clair, celui d'apporter de la connaissance sur les coulisses de la recherche au niveau des cancers féminins. Car on ne va pas se mentir, la recherche, ça va très vite, il y a beaucoup d'attentes, il y a aussi beaucoup de questions qu'on n'a pas toujours le temps de poser. Et donc les objectifs de ces webinaires, c'est vraiment de confronter autour des cancers féminins des points de vue entre médecins, entre chercheurs, entre patientes. Quelques modalités techniques. Cette conférence est enregistrée. La partie de la présentation est toujours diffusée sur la chaîne YouTube de l'Institut Curie. On vous remettra le replay, les liens vers le replay dans le chat. Votre micro, votre caméra sont coupés, comme vous le constatez, mais vous pouvez, et on vous encourage fortement à poser des questions. Vous pouvez les écrire dans la conversation. Tout en haut, vous avez la petite bulle conversation et ou la partie QNR. Ma collègue Cécile va vous mettre un petit message, comme ça vous verrez que vous pouvez écrire par là. Et 2 périodes distinctes de la conférence seront dédiées à poser ces questions et à obtenir des réponses. Après la conférence, vous recevrez un sondage de satisfaction ainsi que le lien vers ce replay par mail. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, nous accueillons 2 intervenantes, la docteure Camille Maria, qui est gynécologue médicale à Saint-Cloud. Camille, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis le docteur Camille Maria, je suis gynécologue médicale de formation. Et là, actuellement, je travaille à l'Institut Curie dans le service d'oncologie. Et j'ai une partie de mon temps qui est dédiée à la recherche et je vois les patients dans les essais cliniques. Merci beaucoup Camille. Et nous sommes également accompagnés, nous sommes très heureux d'avoir autour de la table Laure Guéroua-Colas, qui est cofondatrice et directrice de Patients en Réseau. Laure, est-ce que tu veux nous dire un mot? Oui, deux petits mots. Donc, moi, je suis ravie d'être là ce soir. Je suis une ancienne patiente de l'Institut Curie. Moi, je suis promo 2009, donc ça date un peu. Et en fait, c'est effectivement cette expérience de patiente, mais aussi le fait que j'ai vécu à plein d'endroits différents qui m'ont amené à créer l'association Patients en Réseau et plus particulièrement mon réseau cancer du sein, dont je parlerai un tout petit peu aussi ce soir. N'hésite pas à nous en dire un petit mot dès tout de suite. Voilà, donc en fait, ce réseau social privé donc, est un espace qui va faciliter l'échange entre pairs, quel que soit le lieu de vie, quel que soit le lieu de soins, quelle que soit l'étape dans la maladie. Et l'idée, justement, c'est de gommer les kilomètres et qu'il y ait moins de différences d'informations en fonction de l'endroit où on habite, l'endroit où on est soigné. Parce que moi, c'était un petit peu ce que j'avais touché du doigt. On est très nombreuses à être un peu loin et de pas forcément pouvoir revenir dans son centre pour des temps d'information, etc. Alors, des soirées comme ce soir, ça révolutionne un peu tout, puisqu'évidemment, on va pouvoir retrouver aussi le replay en plus de répondre à vos questions. Voilà. Donc, très rapidement, si tu veux passer, voilà, ça c'est juste que l'association voilà, a des liens. Et
Voilà, donc notre association est spécifique dans le sens où c'est une association de patients digitales, patients et proches aidants. Donc on propose des réseaux sociaux privés, on participe aussi à un certain nombre de projets à la démocratie en santé, à l'accès à l'innovation. Et donc dans la slide suivante, vous verrez un petit peu comment on s'est développé avec au départ donc mon réseau cancer du sein et depuis d'autres communautés de patients et également plus récemment un espace dédié aux proches aidants. Donc ceux qui vous accompagnent et qui peuvent, ceux ou celles hein, qui peuvent avoir aussi besoin d'informations et de soutien pour eux-mêmes. Dans la slide suivante, voilà, juste pour redire un petit peu ce qu'on trouve dans ce réseau social privé, on va pouvoir échanger entre pairs sous des pseudos. L'idée, c'est de faire circuler de l'information, justement des replays, des brochures, pour mieux comprendre la maladie et découvrir aussi tout ce qui est autour, hein, comment mieux faire face à la maladie, notamment découvrir les soins de support qu'on ne connaît pas au départ. Il y a un certain nombre d'informations de ce type autour du travail, des droits, etc. Un annuaire de ressources utiles et des événements présentiels ou en ligne qu'on propose ou qu'on relaie, comme la soirée de ce soir. C'est anonymisé, sécurisé, modéré par des patients experts et gratuit. Voilà, et donc dans la pratique, ça ressemble à ça. Alors là, c'est l'interface de l'ordinateur, donc un site internet, mais vous avez aussi une application mobile. Et puis donc là, donc ça fonctionne comme un réseau social où on peut communiquer, faire des commentaires, etc. Avec un rubricage donc pour tout ce qui est contenu. Et ce qui peut vous intéresser aussi pour ce soir, si vous dans la slide suivante, c'est qu'on a une notion de groupe. On a des groupes qui sont spécifiques autour de différents sujets dans le cancer du sein. Et par exemple, on a un groupe où toutes les patientes sont concernées par une maladie HER2. Donc, on en parlera un petit peu plus. Et puis, on a donc d'autres groupes dans la slide d'après qui, pour le coup, sont, entre guillemets, transverses à différents enfin, aux différentes communautés de patients que nous avons. Par exemple, comme le maintien au retour au travail ou échanger autour des essais cliniques. Donc, voilà, ça permet aussi de se retrouver, par exemple, entre patientes qui se posent la question ou qui sont dans des essais. Et on fait aussi des petites animations pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Voilà. Merci énormément Laure pour cette présentation de Patients en réseau et de Mon réseau cancer. Donc on vous invite aussi fortement à suivre les liens derrière pour rejoindre cette communauté. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un échange où Laure va pouvoir poser des questions à Camille Maria sur les enjeux du cancer du sein HER2 positif avancé, puisque c'est bien tout le sujet de la conférence de ce soir. Comme vous pouvez le voir sur la slide, donc à l'agenda, on a déjà eu plusieurs webinaires qui se sont déroulés sur le cancer du sein hormonodépendant localisé puis avancé. Une partie aussi sur les cancers du sein HER2 positifs localisés. Et à partir de janvier prochain, on en aura qui concerneront les cancers du sein triple négatif et les cancers du sein héréditaire, avec à chaque fois des nouvelles intervenantes. Si jamais vous voulez revoir les replays des éditions précédentes, elles sont disponibles donc ici. Le lien se trouve dans le chat, il vient de vous être partagé. Donc n'hésitez pas également à consulter ces enregistrements. Sans plus attendre, et quand même un petit dernier point, aujourd'hui, le sujet, la thématique de cette webconférence, ce sont les avancées récentes dans la recherche autour du cancer du sein HER2 positif avancé. Et juste avant de laisser la parole aux deux intervenantes qui vont avoir un échange à ce sujet, quelques petites précisions tout de même. Donc, afin de préserver une dynamique qui est collective et scientifique, l'échange se concentre sur les avancées qui sont générales. L'objectif de cette conférence n'est pas de rentrer dans le détail de situations individuelles. Nécessairement, en l'absence des antécédents médicaux propres à chaque patiente, les résultats qui sont présentés aujourd'hui visent à alimenter les réflexions. Bien sûr, ça ne se substitue absolument pas à une consultation avec votre oncologue, votre équipe médicale. Et la deuxième chose, c'est qu'on va vous présenter plusieurs études avec des résultats qui ont été publiés, mais qui sont aussi à différents niveaux de développement, on en dirait un mot. Il y en a d'autres, des études, mais il faut bien faire des choix dans notre format. Donc voilà, il faut penser qu'il y a toujours plus à chercher ailleurs. L'objectif, c'est vraiment de croiser ces regards-là. Et voici notre agenda pour aujourd'hui. Le voici, le voilà. On commence avec un cadrage de départ qui va être assez simple sur HER2. Déjà, dans un premier temps,
Qu'est-ce que c'est un cancer HER2 positif avancé? Quelques éléments sur le b.a.-ba de la recherche en santé et de la prise de décision médicale. Et ensuite, nous rentrerons directement dans le vif du sujet. Je laisse donc la parole à Laure et Camille Maria. Voilà, donc effectivement, dans un premier temps, on va vous demander, docteur, de nous rappeler quand même la base, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que c'est que ces cancers avancés et qu'est-ce que ça veut dire HER2 pour qu'on s'y repère dans toute cette famille de cancers du sein, parce que je crois que c'est la première chose pour les patientes. On tombe malade, on entend parler de la prévention du dépistage du cancer du sein, et puis quand ça nous tombe dessus, on réalise qu'en fait, il y a plein de formes de cancers différents, et c'est assez essentiel finalement de savoir, de comprendre quelle maladie nous concerne. Moi, je vais présenter effectivement, pour commencer, je repars juste un tout petit peu de la base de qu'est-ce que c'est le cancer du sein de façon assez bref. Donc, le cancer du sein, c'est un cancer qui se développe au niveau du sein. Donc, le sein, il est constitué globalement de la graisse et de la glande mammaire. Au sein du sein, il y a deux sous-entités principales qui sont les lobules et les canaux. Les lobules, ça permet de créer le lait et les canaux qui permettent d'acheminer le lait lors de la lactation. Et donc, on distingue deux types de cancers du sein, les cancers canalaires qui sont les plus fréquents et les cancers lobulaires. Dans les types de cancers, il faut savoir que chaque type de cancer est différent. Chaque patiente a vraiment une caractéristique particulière de son cancer du sein. Et donc, de manière générale, on va classer les cancers selon plusieurs choses. La première chose, c'est la classification anatomique, le stade TNM, pour la taille de la tumeur, également son atteinte ganglionnaire et la présence ou non de lésions à distance qu'on appelle les métastases. La deuxième chose, ça va être le stade tumoral, qui est souvent confondu avec le grade. Le stade tumoral, il va de 1 à 4, et lui, il permet de stratifier un petit peu la taille et son étendue de la tumeur. Alors que le grade, donc il va de 1 à 3. Lui, c'est plutôt un marqueur d'agressivité de la tumeur. C'est nos anatomopathologistes qui vont nous donner cette information. Et on va regarder au microscope si les cellules, elles ressemblent plutôt de façon proche à des cellules plutôt normales ou elles sont plutôt très différentes par rapport à ces cellules. Et donc, du coup, c'est vraiment un marqueur d'agressivité, le 1 étant le moins agressif et le 3 le plus agressif. Et une des dernières choses, ça va être les types de récepteurs sur la maladie. Donc, sur la cellule tumorale, on peut avoir l'expression de petites protéines en son sein, et c'est aujourd'hui ça qui va nous intéresser particulièrement dans la maladie HER2 positive. Dans les différents types de cancer du sein, donc on en distingue 3 qui sont vraiment importants de différencier. Le premier, c'est le sous-type qui est le plus fréquent, c'est l'hormonodépendant. C'est quasiment 70 à 80% des patientes. Et donc, elles expriment en leur sein, on va regarder des récepteurs hormonaux, récepteurs aux oestrogènes ou à la progestérone, les récepteurs des femmes. Et elles vont être stimulées par ces hormones féminines. Le traitement principal, ça va être de mettre un traitement anti-hormones pour ces patientes-là. D'une même manière, il y a 2 autres entités. Il y a le triple négatif qui est un des moins fréquents. C'est celui qui est considéré un peu comme le plus agressif, pour lequel on ne va pas avoir de choses à cibler. Il n'y aura pas de récepteurs autour de cette cellule. Et donc, on dit qu'ils sont récepteurs hormonaux négatifs et pas d'expression du statut HER2. Le dernier, c'est celui qui va nous intéresser ce soir. C'est le statut HER2 positif. C'est 15 à 20% des patientes. Et ce qu'il faut savoir, c'est je vais te donner un peu d'informations ce soir sur comment est-ce qu'on le cherche, etc. Et donc celui-là, il peut être récepteur hormonaux ou positif ou négatif. Ça peut être l'un ou l'autre. Ils ne sont pas tous pareils. Donc, juste pour revenir un peu sur cette histoire naturelle du cancer, on distingue 2 types de cancers. Donc, dans l'évolution naturelle, au tout début, on va avoir ce qu'on appelle une tumeur in situ, c'est un équivalent d'un pré-cancer, c'est-à-dire que la cellule, elle n'aura pas cette capacité à pouvoir aller ailleurs que dans le sein. C'est ce qu'on appelle une tumeur in situ. Ensuite, on va avoir une tumeur qui va devenir infiltrante, c'est-à-dire qu'elle va avoir cette capacité à pouvoir aller plus loin, notamment dans les ganglions, donc dans le sein de manière générale, et ensuite plus ou moins dans les ganglions
les ganglions qui sont proches du sein, notamment celui qu'on trouve sous l'aisselle. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous lorsqu'on prend en charge les patientes. Et lorsque la maladie, elle a passé outre ces ganglions lymphatiques, on va parler de maladie métastatique. C'est un stade qui est plus tardif, c'est le stade 4. Et là, le cancer va se propager dans d'autres parties du corps, de manière générale dans le sein. C'est principalement l'os, le foie, mais c'est aussi d'autres endroits. Et lorsque aujourd'hui on va parler du HER2 positif avancé, donc c'est-à-dire ces patients qui ont des lésions cérébrales, des lésions métastatiques, donc dans des autres endroits, on sait qu'une des caractéristiques de ce cancer, c'est qu'il y a un peu plus de patientes qui auront des métastases cérébrales, et c'est tout l'intérêt de la recherche aussi que je vais vous présenter ce soir. Et donc, une question aussi pour justement bien préciser dans l'histoire des unes et des autres, de nous les patientes, c'est que la maladie HER2+, on peut la retrouver d'emblée avancée, d'emblée métastatique, aussi au début du diagnostic, quand vous faites finalement l'évaluation de l'extension de la maladie, quand on apprend enfin, qu'on a une maladie, et d'autres patientes, donc elles vont avoir une maladie localisée, puis quelques années après, quelques temps après, malheureusement, la maladie revient. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement un peu les spécificités de la maladie HER2 sur ces maladies avancées? Tout à fait. Donc c'est vrai que lorsqu'on a un cancer du sein, on va faire un bilan pour commencer, quand on diagnostique un cancer du sein. Le médecin va vous prescrire des analyses sanguines, mais également des examens d'imagerie. L'objectif, c'est d'aller comprendre ce qui se passe au niveau du sein, mais aussi éventuellement vérifier qu'il y ait l'absence d'autres lésions ailleurs. C'est pour ça qu'en général, on fait un TEP scanner ou une scintigraphie osseuse associée à un scanner thoraco-abdominopelvien. Et donc effectivement, on distingue deux types de cancers dans ce cas-là. Soit c'est un cancer qui avait déjà été connu, qui avait été traité et qui récidive sous la forme de lésions à distance, où il s'agit effectivement, et c'est un peu plus fréquent dans le cas de la maladie HER2, une maladie qu'on diagnostique avec d'emblée des lésions de façon générale ailleurs que dans le sein, car on sait que c'est quand même un cancer qui a un petit peu d'agressivité, les traitements ont bien changé la donne, mais effectivement, il y a un peu plus de patients qui ont des métastases à l'entrée dans la maladie. Et donc, je vous disais, une des caractéristiques importantes, c'est qu'effectivement, il y a des métastases cérébrales un peu plus fréquemment que dans les autres sous-types, notamment les patients hormonodépendants ont un peu moins de métastases cérébrales. Et ça, c'est important de le savoir parce que on va aller les chercher plus facilement sur des symptômes cliniques. Il y a plein de choses pour les traiter, des traitements locaux et des traitements plutôt type traitement par les veines. Voilà. Mais ça, on en reparlera dans un deuxième temps. Oui, du coup, l'autre chose que je trouve importante à bien préciser, c'est que du coup, cette caractéristique HER2 de la maladie cancer du sein, elle est recherchée quel que soit l'endroit où on est soigné en France. C'est vraiment quelque chose qui est cherché systématiquement pour toutes les patientes. Parce que vous l'avez dit, c'est devenu un vrai axe de stratégie thérapeutique après, donc à tous les stades de la maladie d'ailleurs. Voilà, donc du coup, on a bien compris. Alors, nous, juste un petit clin d'œil, entre guillemets, sur comment on accompagne à notre niveau sur mon réseau cancer du sein les personnes qui sont donc concernées par des maladies avancées, donc maladies métastatiques du sein. Donc, dans la slide suivante, voilà, en fait, l'idée, c'est qu'on a déjà un groupe d'échanges dédié. Donc, on peut discuter tous ensemble, mais on a des notions de groupe, et notamment un groupe qui s'appelle les méta, où là, donc, toutes les personnes ont un cancer du sein métastatique. Donc, ça fait du bien parce qu'on ne se sent pas tout seul. Et on peut retrouver, en fait, des sous-groupes en fonction de son type de cancer du sein. Donc, là aussi, ça peut être une façon de se sentir moins seul, d'avoir quelqu'un qui a déjà eu le traitement en question. Voilà, donc, tous les mois, on a 2 rendez-vous par mois en fait d'échanges entre patientes. On a donc des webinaires, des replays, donc notamment faits avec l'Institut des cancers des femmes. Et puis on fait circuler aussi des brochures. Là, vous avez 2 exemples de brochures assez enfin, bien faites, sincèrement, et assez jolies, qui permettent soit par exemple de parler de la maladie métastatique à ses enfants. C'est bien illustré, c'est juste scientifiquement, c'est fait par un médecin, une infirmière. Mais c'est aussi plutôt agréable à regarder, et ça permet d'avoir un support pour les jeunes enfants, par exemple. Et la question de l'emploi, par exemple, n'est pas simple quand on a une maladie métastatique avancée. Or, malgré tout, avec ces traitements, on vit assez bien et longtemps pour beaucoup d'entre nous. Donc, cette question de maintenir ou de retrouver un emploi avec une maladie métastatique est importante, et on fait circuler de l'info sur ce genre de choses aussi.
Donc, dans la slide suivante, voilà, juste un clin d'œil aussi on est un collectif d'associations dans le cancer du sein. On est 8, vous avez les petits logos en dessous. Donc, dans ce collectif 13-10, pour dire qu'il faut parler de la maladie métastatique au mois d'octobre. Et donc, tous les ans, on fait ce qu'on appelle la journée très engagée, parce que le 13 octobre est la journée mondiale du cancer du sein métastatique. Et donc, avec le CIRC de l'Institut Curie et le soutien de l'IHU, Institut des cancers des femmes, on a fait donc cette journée en présentiel, mais aussi en ligne. Donc, vous avez le replay aussi accessible sur l'ensemble de nos associations. Et puis, voilà, il y a des rencontres spécifiques. Et voilà. Bon, on passe les détails, mais si vous êtes intéressé, n'hésiterez pas à nous rejoindre. Et donc, en fait, ce qui nous paraît aussi très important que vous nous expliquiez, docteur, c'est cette notion de HER2, parce qu'il y a eu beaucoup on va dire, beaucoup de nuances, et ça peut être important pour comprendre, en fait, quelle maladie on a. Ça veut dire quoi, HER2 positif, et puis, c'est quoi les autres nuances, et quand est-ce qu'on le recherche, et qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce qu'on va parler de toutes ces situations, d'ailleurs, ce soir ou pas? Alors oui, tout à fait. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le cancer du sein HER2 positif. Donc ce soir, on se concentrera que sur la partie HER2 positif. Déjà, juste pour revenir à la toute base, il faut savoir que lorsqu'on découvre un cancer du sein, on va réaliser une biopsie. Sur cette biopsie, on va rechercher les fameux récepteurs dont je vous parlais, les récepteurs aux hormones et le HER2, le statut HER2. Ça, c'est fait dans tous les centres en France. C'est obligatoire et ça permet de guider notre traitement. Donc, c'est vraiment très, très important. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce statut HER2 positif pour nous du côté médical? C'est qu'il faut imaginer que au sein des cellules, on a des petites protéines qui vont être exprimées d'une manière plus ou moins importante sur les cellules tumorales. Et dans le cas de HER2, c'est un gène qui s'appelle le gène RB2 qui code pour la protéine HER2, qui lorsqu'il est muté, enfin, en tout cas il y en a plus, il va exprimer sur les cellules beaucoup de protéines HER2 sur tout le pourtour de la cellule. Et c'est le fait de stimuler ce statut HER2, il va engendrer une augmentation de la prolifération cellulaire des cellules tumorales. Donc les cellules tumorales, elles vont l'utiliser pour vraiment se reproduire d'autant plus rapidement et de façon plus importante. Et donc cette protéine, elle va activer à l'intérieur des cellules, lorsqu'on l'active, tout des mécanismes particuliers qui vont coder pour une activité à tyrosine kinase. C'est important que je vous dise ça parce que je reparlerai un petit peu des traitements et des différentes choses qu'on peut faire pour le cibler. Et donc vraiment, le fait de déterminer ce statut HER2, c'est vraiment hyper important pour nous pour pouvoir orienter le traitement. Et donc, quand on parle de la proportion un petit peu du statut HER2, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue 3 types de HER2. C'est ça un petit peu les différences qu'on peut faire. On parle des gens qui n'ont pas du tout de surexpression de ces protéines au sein de la cellule. On dit que c'est 30 à 40%, c'est les HER2 négatives. Aujourd'hui, on distingue maintenant les HER2 surexprimés qui sont dits les positifs, c'est 3+ ou 2+, et ça, je reviendrai un petit peu dessus. Et on parle aussi également d'HER2 faibles qui codent finalement pour la moitié des patientes. Mais ça, c'est pas du tout l'objet de l'étude de ce soir. Aujourd'hui, vraiment, on parle que des gens qui ont un HER2 surexprimé. Et donc, comment est-ce que les biologistes vont analyser ce statut HER2 positif? Globalement, c'est des techniques qui se font au laboratoire une fois qu'on a fait la biopsie. Ils vont avoir deux principales techniques. On peut changer la slide pour la prochaine, qui sont la première technique, c'est la technique immunohistochimie. C'est d'aller voir le pourcentage un petit peu d'expression de cette protéine lorsqu'on met de la fluorescence. Et on va l'exprimer selon un pourcentage de positivité. Ça, c'est des calculs un peu particuliers et on l'exprime en 1 croix, 2 croix ou 3 croix. Lorsqu'il y a quelque chose on n'est pas sûr de nous, c'est-à-dire qu'il y a 2 croix et on ne sait pas dire si c'est amplifié ou non, on va pouvoir faire une technique qu'on appelle la limitation in situ, c'est d'aller voir ce qui se passe au niveau des gènes et voir s'il y a une grosse amplification ou non des gènes. Donc c'est pour ça que parfois on peut voir dans les comptes rendus 2 croix surexpression fiche positive qui veut dire qu'on est HER2 positive.
Donc, quand on revient sur ce statut, nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ces scores immunohistochimiques qui sont 2 croix, avec le score fiche positif ou les 3 croix. Le reste, on n'en parlera pas aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui seront peut-être abordées dans d'autres webinaires, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment la surexpression du HER2 positif. Et juste, est-ce que vous pouvez nous préciser, du coup, sur le compte-rendu ANAPAT ou ce qu'on reçoit dans MyCurie ou autre, c'est écrit quoi alors? C'est écrit HER2 plus 3 croix positif? Comment on sait où on se retrouve dans ce gradient? Effectivement, lorsqu'on regarde sur les comptes rendus, globalement, il y a marqué le score HER2 et on met 1 croix, 2 croix, fiche amplifiée ou fiche négatif ou 3 croix. Donc quand on est 3 croix, on est considéré comme positif et en général, c'est explicitement noté et sinon 2 croix, c'est noté, mais en tout cas le 0 ou le 1+, qui peut aussi un peu donner être source d'erreur, c'était considéré comme négatif. Nous, on les considère pas comme des surexpressions du HER2. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, oui, merci. Donc maintenant, là, ce qui est important, c'est que, je vous disais que dans la molécule HER2, dans la protéine HER2, aujourd'hui, on a, développé des traitements qui vont cibler spécifiquement, HER2. C'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Donc dans le cancer du sein, on a plein de choses. On peut faire de la chirurgie, on peut faire de l'immunothérapie, on peut faire, de la chimiothérapie. Mais aujourd'hui, là, je vais vous parler, spécifiquement, de ces traitements, particuliers qui sont les traitements qui vont cibler, de manière plus spécifique, cette protéine HER2. Donc il y en a 3 grands types que je vais présenter ce soir qui sont les anticorps. On a également les anticorps drogue conjugués et le troisième, c'est les inhibiteurs de la tyrosine kinase qui se prennent pas de la même manière. Les anticorps, je vais vous développer un petit peu, ça peut être en sous-cutané ou en intraveineux, donc des piqûres régulières ou par les veines. Les anticorps drogue conjugués, c'est plutôt dans les veines. Et le dernier, un des qui est intéressant, l'inhibiteur de la tyrosine kinase, ça se prend par la bouche. Et donc, du coup, c'est un traitement qu'on peut prendre à la maison. Donc, si je détaille un petit peu plus ces traitements, comment ça fonctionne lorsque je vais parler que des anticorps. Est-ce qu'on peut changer de slide, s'il vous plaît? Donc, le premier, c'est les anticorps. Donc, qu'est-ce que c'est? Les anticorps, ça va être quelque chose qui va aller cibler spécifiquement ce récepteur, c'est le récepteur HER2. Donc, on en a deux qui sont l'herceptine et le perjeta, c'est le trastuzumab et le pertuzumab, leur nom générique, enfin leur nom. Et donc, l'objectif, ça va être de bloquer ce HER2, ça va bloquer ce récepteur, et donc ça va empêcher les cellules tumorales HER2 surexprimées de se reproduire, en gros, et de continuer. Et donc, ça va jouer sur la partie vraiment extérieure de la cellule, et donc ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit actuellement, on a aussi des thérapies, et ça, j'en parlerai un petit peu, qui associent ces deux traitements. Ils n'ont pas du tout tout à fait la même action en fonction de l'endroit où on va se lier sur le récepteur, et donc c'est des anticorps qui sont pas des anticorps qu'on a développés dans des laboratoires. Donc ça, c'est un des premiers traitements. Un des deuxièmes traitements, ça va être un anticorps, donc comme ce qu'on a vu, le trastuzumab, qui va être lié, lui, à de la chimiothérapie, qui va aller également cibler ce récepteur HER2 positif. Et donc, une fois que ça se lie au récepteur, c'est reconnu, la chimio va pouvoir rentrer dans les cellules et détruire la cellule. Et donc, ça va préférentiellement tuer les cellules HER2, mais ça tue quand même d'autres cellules. Donc, il y a quand même quelques effets secondaires malgré tout. Donc, c'est quand même de la chimiothérapie. Mais qui est quand même bien toléré de manière générale. Et voilà, ça c'est un deuxième traitement qui est vraiment utilisé en pratique courante. On en a deux principaux. C'est le trastuzumab emtansine qui est là, et également le trastuzumab deruxtecan, qui sont les deux qu'on utilise le plus fréquemment en pratique courante pour les HER2 positifs surexprimés. Et un des derniers traitements que je voulais vous présenter ce soir, c'était les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Donc c'est un peu barbare comme nom, c'est les TKI. Ces TKI, eux, ils ont une action qui est différente. Ils vont pas aller cibler l'extérieur de la cellule, mais plutôt l'intérieur, en allant se fixer à l'intérieur du récepteur de manière compétitive de ce qui se passe normalement dans une cellule normale ou tumorale. Et donc ça va empêcher la transmission du signal de prolifération et donc arrêter la prolifération. Et donc ça joue vraiment sur l'intérieur de la cellule.
Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des petits médicaments, des petites molécules qui peuvent facilement passer ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire que on se dit que ça va probablement plus jouer s'il y a des lésions au niveau du cerveau. On sait que c'est plus difficile pour la chimiothérapie et pour les traitements de passer. Et là, on sait que c'est des toutes petites molécules, donc c'est très intéressant. Voilà, il y en a plusieurs types, il y en a plein, mais là, ceux qu'on utilise en pratique, qui sont de temps en temps utilisés sur le cancer du sein avancé, HER2, c'est surtout le tucatinib. Voilà. Donc, Et juste avant de parler des récepteurs hormonaux, est-ce que vous pourriez nous dire si, donc quand on a caractérisé cette expression de HER2+, est-ce que cette expression, elle peut évoluer dans le temps et par exemple sous la pression des traitements, ou est-ce que vous allez nous en parler après? alors, je vais en parler un petit peu, mais pas beaucoup. Effectivement, quand même, de manière générale, souvent, l'HER2, c'est quelque chose qui reste quand même dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est HER2, on l'est. Mais ça arrive quand même qu'il y ait des patientes, quand on refait des biopsies, si jamais il y a quelque chose qui évolue, qui perdent un petit peu leur récepteur. Mais c'est quand même plus rare. D'accord. Et donc, une dernière chose que j'ai déjà évoquée précédemment, quand même, ce qui est important de savoir, c'est que la maladie HER2 positive, ça c'est vraiment la grande caractéristique, elle peut ou non avoir également des récepteurs hormonaux. Donc, parfois, il y a des patients qui auront de l'hormonothérapie et un traitement anti-HER2 pour traiter la maladie du cancer du sein, que ce soit avancé ou de manière générale dans les cancers du sein localisés. Voilà, tout est possible. Et donc, moi, je voulais vous introduire un peu de comment ça se passe en pratique courante pour prendre une décision de traitement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait le diagnostic de la maladie, donc on va faire d'abord, on va faire des biopsies, on va aller faire un bilan d'imagerie pour voir ce qui se passe, éventuellement faire des biopsies sur des zones s'il y a des lésions à distance, d'aller chercher un peu pour voir si les mêmes caractéristiques que ce qui se passe dans le sein, de manière générale. Et une fois qu'on a toutes ces informations, le dossier et discuter dans une réunion de concertation pluridisciplinaire qu'on appelle STAF, RCP, c'est obligatoire en France, avec différents praticiens. On peut avoir des radiothérapeutes, les oncologues, les chirurgiens. Il faut au moins 3 spécialités différentes et chaque dossier est rediscuté et discuté avec tous ces intervenants pour trouver le meilleur traitement pour les patients. Voilà, parce qu'il y a plein de choses. Donc, ce que je vous disais, il y a plein de traitements qui existent, de la chimiothérapie, de la chirurgie, de la radiothérapie, mais également de l'hormonothérapie. Donc voilà, tout ça est rediscuté avec les différents spécialistes pour pouvoir notamment parler aussi des essais thérapeutiques s'il y a des choses qu'on peut penser en plus pour des patientes qu'on pourrait inclure, etc. Donc voilà, tout ça c'est discuté à chaque fois et c'est tout le temps rediscuté. Et une fois qu'on a pris cette décision en réunion, le médecin va présenter ce qui a été décidé plus ou moins avec le malade. Et ensuite, c'est une discussion qui va être prise avec le malade, aussi en fonction de ses antécédents, s'il a des problèmes de santé, s'il a des problèmes particuliers. Et tout ça va être pris en compte. Et donc, l'objectif, c'est de prendre le meilleur traitement possible pour le malade, parce que chaque malade est très différent. Et donc, parfois, on n'est pas obligé de suivre les recommandations qui ont été données par la RCP parce qu'on pense que c'est mieux un autre traitement pour notre malade. Et donc, voilà, on peut aussi affiner un petit peu avec le malade et ce qui est possible, ce qui n'est pas possible pour lui. Voilà. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on fait de manière scientifique, dans le sens où on utilise quand même des recommandations qui sont des recommandations internationales pour prendre en charge nos patients. On fait pas, voilà, on fait pas n'importe quoi, etc. Et c'est une prise de décision collective. Voilà. Et donc dans Et le juste cancer. pour que vous précisiez ça, parce que là, effectivement, la RCP, on peut l'avoir donc au début de la maladie, une maladie localisée, ou au moment où on découvre l'évolution récidive, métastatique, plus ou moins avancée. Est-ce que c'est toujours une RCP, par exemple, si j'échappe à ma première ligne de traitement pour une maladie HER2 avancée, il y aura de nouveau une RCP? En fait, est-ce que cette vision en fait collégiale du dossier, de réfléchir ensemble en fonction de l'évolution de la maladie, des caractéristiques, c'est quelque chose qui est systématique, ou seulement à certains temps, on va dire, du parcours de soins pour la patiente? Non, c'est systématique, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une modification vraiment significative de la maladie, on représente le dossier pour rediscuter des options thérapeutiques ultérieures. Donc ça, c'est obligatoire et c'est fait à chaque fois, sachant que par exemple au sein de l'Institut Curie, on a plusieurs, donc les réunions c'est toutes les semaines, et on a aussi d'autres réunions pour discuter de plein d'autres choses sur les cancers gastriques, etc. Donc voilà, c'est des RCP, c'est toutes les semaines et on discute des dossiers régulièrement.
Très bien. Et avant de passer au traitement, juste aussi pour préciser, parce que je trouve que c'est intéressant, on en entend beaucoup parler. Est-ce que dans cette maladie HER2 avancée, vous utilisez fréquemment la biopsie liquide ou non? C'est peut être plutôt, on va aller, si on peut, biopsier une nouvelle métastase, par exemple, pour s'assurer de la caractéristique de la maladie? Alors, Ou à ça l'heure peut être actuelle, les deux. ça peut être les deux. Il y a pas mal d'essais qui sont en cours justement pour étudier un petit peu cette fameuse biopsie liquide et savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer, comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Mais pour l'instant, en pratique courante, on ne la fait pas forcément, mais on va plutôt avoir tendance à biopsier enfin, voilà, des zones. S'il y a une atteinte hépatique, on va avoir plutôt facilement tendance à aller voir ce qui se passe au niveau hépatique. Et d'autant plus si jamais il y a des nouvelles lésions qui apparaissent, on va aller chercher et biopsier ces nouvelles lésions, pas de manière systématique, mais de temps en temps, enfin fréquemment quand même, pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait proposer avec des nouvelles caractéristiques de tumeur, pour savoir s'il n'y a pas des traitements spécifiques qu'on pourrait donner. Merci beaucoup. Donc, on va parler des traitements. Donc, pour introduire un petit peu ça, donc ce que je vous disais, c'est que donc, tous les dossiers sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire, mais on fait ça selon des grilles. On a des standards qui sont validés, qui ont été validés par des essais thérapeutiques. Il en faut plusieurs pour valider un traitement et je reviendrai dessus. Mais donc voilà, on a montré leur efficacité et le fait que ce soit efficace et pas trop toxique, d'accord? C'est toujours de trouver le bon entre-deux entre ces traitements. Et donc, de manière standard, actuellement, là, à l'heure où je vous parle, le traitement de première intention, donc la première ligne de traitement qui va vous être proposée si on découvre un cancer du sein HER2 positif, en premier lieu, ce sera de la chimiothérapie par taxane. C'est un type de chimiothérapie associé la double combinaison des anticorps par trastuzumab, pertuzumab, aussi appelé Phesgo. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Ça, c'est des piqûres à faire de façon quotidienne en entretien, enfin quotidienne toutes les 3 semaines mais régulièrement en tout cas. Et donc la chimiothérapie, on commence pour 6 à 8 cycles de chimiothérapie toutes les 3 semaines. Et ensuite, on fait un entretien en général des piqûres ou en intraveineux toutes les 3 semaines. Il n'y a plus de chimiothérapie, mais plus que cette thérapie ciblée. Ça, c'est globalement comment ça se passe en pratique courante. Je ne reviendrai pas sur les lignes ultérieures, c'était juste pour vous donner un peu un état des lieux en fonction des différents types. Donc, c'est important voilà, de vous montrer ça. Et par rapport à ces caractéristiques de ce traitement, pourquoi est-ce qu'on a des lignes, pourquoi est-ce qu'on parle en ligne? Parce qu'on sait quand même que lorsqu'on est dans le cas de la maladie avancée, on part sur une maladie qui était plutôt chronique. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne sait pas totalement guérir enfin, on ne sait pas guérir ce traitement, ces maladies pour le moment en tout cas. Et donc, parfois, il se peut, pas toujours, et ça dépend des patientes, que on peut avoir un phénomène d'échappement de ce première ligne de traitement. Pourquoi? Parce que déjà, la protéine HER2, elle est quand même très hétérogène, donc on va les cibler et parfois elle change, elle évolue un petit peu et donc elle est moins sensible au traitement. Et ces cellules, elles vont avoir des mécanismes, elles vont se répliquer, etc. Et elles peuvent contourner les mécanismes qu'on va cibler pour lutter contre elles. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut proposer une deuxième ligne de traitement, voire une troisième. Dans le cas de la maladie HER2, ce qui est assez positif, c'est que on a quand même on a quand même un arsenal thérapeutique qui est quand même conséquent avec de la chimio, avec des choses différentes si jamais ça ne marchait pas en première ligne. Voilà. Et donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui des différents essais thérapeutiques que je vais vous présenter un petit peu, de faire en sorte que cette maladie, elle s'échappe le moins possible. Alors, justement, on va être très intéressé de vous écouter parce que finalement, quand on est une patiente et que on s'intéresse un peu, qu'on regarde un peu la presse ou les grands titres, parfois on a des effets d'annonce, on se dit, oh là là, il y a eu une découverte forte, fantastique, ça y est, ils ont trouvé la solution pour les métastases, on va pouvoir toutes guérir. Et en fait, il y a souvent un grand décalage entre les effets d'annonce, en fait, d'avancée réelle de la recherche, mais qui pour autant sont pas forcément des traitements ou pas encore actionnables dans les parcours de soins d'aujourd'hui. Et en même temps, on voit, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, que ça change extrêmement vite. On caractérise beaucoup plus finement les maladies, on les connaît mieux et on va pouvoir proposer donc des nouvelles options thérapeutiques. Et pour avoir ces nouvelles options, on a besoin de la recherche clinique. Donc, vous allez nous expliquer, ben, voilà, nous rappeler un petit peu ce que c'est que cette recherche clinique, qu'est-ce que ça veut dire, les essais cliniques, les différentes phases, et puis prendre des exemples concrets dans cette maladie HER2 avancée pour voilà, que vous ayez ce soir des explications sur des essais récents.
Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre ce qui est montré par les médias, et ce qui est déjà très bien, hein, de pouvoir aussi un peu vulgariser et ce qui se passe vraiment, dans nos congrès et cetera. Parce que, trouver un médicament, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et donc le temps, qu'on découvre quelque chose et je vous referai un peu l'historique, sur la maladie HER2 et la découverte de la du trastuzumab, que finalement le moment entre le moment où on va découvrir, quelque chose d'un point de vue, cellulaire et le moment où il y aura un médicament, qui sera accessible pour tous les patientes en France, prend du temps. C'est-à-dire que déjà, initialement, il va y avoir une découverte scientifique avec des hypothèses cliniques. Donc tout ça, c'est de la recherche un peu plus fondamentale. Une fois qu'on a fait ça, on va faire des essais thérapeutiques cliniques sur des patients. Donc d'abord, on commence par des modèles plutôt qui sont des modèles animaux avant de passer à l'homme pour voilà, vérifier la sécurité, etc. Et donc dans les essais cliniques, il y a différentes phases d'essais cliniques et je reviendrai dessus après. Il y a une partie communication des résultats. Et une fois qu'on a communiqué ces résultats, il va falloir que le médicament soit approuvé par, au niveau européen, ça s'appelle l'EMA, c'est l'European Medicine Agency, qui va permettre de donner son premier accord au niveau européen si on est d'accord d'utiliser ce médicament, s'il est suffisamment sécure, qu'il fonctionne, etc. Et ensuite, en France, de façon plus spécifique, on a l'HAS qui va donner son accord si on accepte ou pas. Et ensuite, ce sera une négociation avec la sécurité sociale et le laboratoire pour pouvoir le rembourser selon un certain montant. Donc voilà, donc ça prend quand même pas mal de temps et toutes ces étapes, ça prend du temps pour avoir quand même un médicament à la fin qui est efficace, mais surtout qui est sûr, qui a été testé de nombreuses fois et qu'on donne pas n'importe quoi. Voilà, c'est plutôt rassurant de savoir qu'il y a quand même un long processus avant que ça arrive dans nos hôpitaux. Et donc, à l'Institut Curie, donc, là où on est, on est dans un centre de lutte contre le cancer, donc c'est-à-dire qu'on fait à la fois du soin et aussi de la recherche. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de pourquoi participer à un essai clinique? Parce que ça fait déjà d'une part, ça fait contribuer à l'avancement de la recherche. Bien sûr, il y a plein d'autres façons de contribuer à la recherche, hein, et dans les webinaires précédents, on en a aussi longuement parlé sur des études qui ne sont pas forcément cliniques, pour lesquelles on peut faire avancer la recherche. Ça permet d'accéder aussi à de nouveaux traitements, à des protocoles qui sont en cours de test, qui n'ont pas encore été approuvés par justement ces fameux, tout ce système d'approbation des médicaments. C'est pas forcément une perte de chance lorsqu'on participe à un essai clinique. Quoi qu'il en soit, il faut toujours signer un consentement. On ne fait pas des essais cliniques sur des gens qui ne sont pas d'accord. Et votre consentement, il est libre, éclairé et révocable vraiment à tout moment, si jamais ça n'allait plus dans le cadre de l'essai. Donc vraiment, voilà, si on vous propose un essai, c'est toujours vous qui donnez le mot final pour savoir si vous êtes ou non autorisé et vous acceptez de faire partie de cet essai clinique. Oui, on peut juste un écho un petit peu aux échanges qu'on peut entendre des patientes. C'est vrai que ce qui est aussi important à dire, c'est qu'un essai clinique, il y a des critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, entre guillemets, il faut avoir une maladie, une évolution de la maladie, et puis aussi un état général, peut-être pas certaines autres maladies, etc. Donc, il y a aussi cette notion de pouvoir, on va dire, prétendre, et ça, c'est vraiment une discussion qu'on a avec son médecin en fonction de sa situation. Globalement, on peut aussi dire que oui, on fait avancer la recherche, en oncologie, enfin, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a plutôt des chances d'avoir peut-être accès à une innovation thérapeutique et en tout cas une qualité de suivi qui est souvent aussi quelque chose d'important pour les patients parce qu'entre guillemets, on est très surveillé dans ces essais. Alors ça peut être un peu plus lourd hein, dans le côté quotidien, mais malgré tout, parfois c'est aussi assez rassurant pour les personnes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à échanger, je crois, d'aborder la question avec son équipe de soins, c'est intéressant. Et effectivement, à l'Institut Curie, il y a beaucoup d'essais, donc c'est un sujet, on va dire, récurrent probablement. Et c'est vrai que Merci. Pardon. Vas-y, Ouais, vas-y, je c'était t'en prie. non, non, mais c'est effectivement, dans le cadre des essais, effectivement, l'avantage, de ces essais, c'est que ces patients enfin voilà, lorsqu'on est dans un essai, on est alors ça peut être un avantage ou un inconvénient, hein, mais on a souvent des consultations, on voit plus souvent les médecins, donc c'est vrai qu'il y a un «sursuivi» entre guillemets, j'exagère un peu, mais un peu plus régulier que, les cancers enfin, que ceux qui ne sont pas dans les essais cliniques. Merci beaucoup, à toutes les 2 pour cette, première partie. On va prendre un tout petit temps, pour vous réadresser, des questions qui ont été posées dans le chat. Pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas, à en ajouter, maintenant.
Une première question peut-être, mais qui rebondit sur quelque chose qui a déjà été évoqué, sur la question d'un changement de statut HER2 après plusieurs mois de chimiothérapie et d'Herceptine. Donc c'est quelque chose qui est possible, mais pas fréquent, c'est bien ça? Oui, c'est possible, d'autant plus qu'on peut se dire que, le traitement a été parfois très efficace et donc on retrouve plus du tout de cellules qui expriment le HER2. Mais du coup, s'il y avait, par exemple, parfois des 2 contingents, collés, on va dire, et on avait biopsié à un endroit et à côté, on n'avait pas forcément c'est qu'il y avait pas de récepteurs hormonaux, récepteurs, HER2, oui, ça peut donner ça, ça peut donner un lieu à un autre, enfin, une autre caractéristique de tumeur. Un peu Merci dans beaucoup. Vas-y. entre deux, un peu pour revenir à l'intro du début, est-ce que on peut avoir un cancer du sein lobulaire ou canalaire HER2 ou est-ce que par exemple les lobulaires sont jamais HER2? Non, on peut avoir les 2 les 2 se voient. Les deux. Il y a pas D'accord, donc de ces caractéristiques sont indépendantes de, entre guillemets, où est-ce que ça se situe comme maladie dans le... D'accord, merci. Tout à fait. Merci beaucoup. On nous demande aussi par rapport à la question des 3 croix, je pense sur un compte rendu, à quel point ces 3 croix, on est d'accord que ça signifie pas nécessairement qu'on est positif sur la progestérone, les œstrogènes. Est-ce que vous pouvez repréciser un peu cette notion de HER2 avec les 3 croix? Alors, le statut HER2 est totalement indépendant des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. C'est vraiment 2 choses qui sont différentes, notamment lorsqu'on va regarder le compte rendu, ce sera écrit récepteur à la progestérone et il y aura un pourcentage derrière, d'expression. Récepteur aux œstrogènes, c'est de la même manière et ensuite le statut HER2, il est décrit selon effectivement plusieurs croix, mais ça n'a absolument pas de rapport avec la récepteur, aux œstrogènes et à la progestérone. C'est vraiment, 2 choses très distinctes et d'ailleurs, on n'a pas les mêmes types de traitements en fonction de ce qu'on a comme récepteurs, exprimés au sein des cellules tumorales. Merci beaucoup. C'est parfait, c'est assez clair. On nous pose aussi des questions dans le chat sur l'essai Flamingo 2. Est-ce que c'est un essai que vous connaissez, sur lequel vous pouvez nous dire un mot? Alors, je le connais pas, très, très bien, mais sur les essais Flamingo, c'est des essais en tout cas, il y a le Flamingo qu'on utilise dans le cancer du sein, localisé, sur la vaccination, mais pour l'instant, en tout cas, à l'Institut Curie, on utilise enfin, voilà, on n'a pas accès à celui-là. Donc je le connais pas, très, très bien, je ne saurais pas vous le décrire, vraiment de manière très exhaustive. Merci beaucoup. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Si jamais il y en a d'autres qui arrivent. Ah! Il y en a quand même une qui vient de s'ajouter sur les métastases cérébrales. Est-ce qu'elles apparaissent dès le départ ou plus tard? Alors c'est variable d'une patiente à l'autre, hein, comme je vous disais, chaque cancer est différent et donc chaque patiente est différente avec, pas forcément les mêmes types d'atteintes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a un peu plus dans l'histoire de la maladie, l'histoire naturelle de la maladie HER2. On sait que les patientes, elles ont un peu plus de susceptibilité d'avoir des lésions cérébrales et ça a plutôt tendance à apparaître après, mais c'est assez variable d'une patiente à l'autre. Merci beaucoup. Dans ces cas-là, encore une fois, n'hésitez pas à rajouter des questions au fil de l'eau, on les traitera dans un second temps. On va passer à la deuxième partie qui concerne donc les avancées de la recherche sur les cancers du sein HER2 positifs avancés. Est-ce Donc que... justement, Allez-y, voilà. Laure. Oui, oui, juste puisque on en parlait juste avant. C'est vrai que ces cliniques, voilà, déjà il faut qu'on nous les propose, on y réfléchit, on va y consentir. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences des différents essais, enfin des différentes phases notamment, avec leur structure, un peu, est-ce que ça s'adresse à beaucoup de patientes ou pas, et si ça correspond à des innovations très précoces, si par exemple toutes les patientes auront la nouvelle molécule ou pas, pour qu'on se situe un petit peu dans ce paysage d'études qui sont potentiellement proposées. Tout à fait. Alors, déjà pour commencer, on a plusieurs phases, d'études. On a la phase 1 à la phase 4.
avant ça, avant de passer sur l'humain, entre guillemets, sur les patientes, on va faire de la recherche préclinique sur notamment des animaux, souvent c'est les rongeurs, mais ça peut, voilà, de manière générale, c'est souvent les souris, mais pas toujours, pour voir un peu comment ça se passe, comment le médicament, par exemple, est administré, comment il y a une réaction, enfin, comment réagissent tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a évalué la sécurité du traitement, on va le passer sur plusieurs phases qui vont pas prendre le même nombre de patientes, c'est-à-dire que les phases 1, c'est en général des plus petites, c'est vraiment des petites cohortes, il y a vraiment pas beaucoup d'effectifs. Et puis au fur et à mesure qu'on va un peu utiliser le médicament, ça va être utilisé de plus en plus à plus grande échelle. Donc la phase 1, l'objectif vraiment, c'est de voir la toxicité du traitement, de choix d'essayer de trouver la meilleure dose, et c'est vraiment des petits effectifs, ce que je vous disais. La phase 2, l'objectif, c'est d'évaluer un peu plus l'efficacité du traitement et sa tolérance. Et la phase 3, c'est une étude vraiment avec beaucoup plus de patients pour vraiment montrer en général de manière plus sûre l'efficacité et la démontrer. Souvent, c'est des études pour lesquelles les patients ont accès soit, en général, ils sont randomisés, donc c'est-à-dire qu'ils ont de manière aléatoire, ils sont répartis des gens qui reçoivent le traitement, d'autres qui ne reçoivent pas le traitement, et on voit un petit peu qui fait mieux entre ceux qui n'ont pas enfin, qui ont le traitement standard et le nouveau traitement à l'étude. Je vous montrerai un petit peu des essais, comment ça se passe. Sachant que dans cette partie qui est assez la phase 3 en général, on a plein de manières de comparer les groupes, entre guillemets, et parfois il se peut que les promoteurs des études ont déjà prévu que tous les patients recevront, quoi qu'il arrive, le traitement, mais pas de la même manière et pas de la même fréquence, c'est-à-dire qu'il y en a qui auront au début un traitement, puis ensuite il y aura un bras, ce qu'on appelle le crossover, ils vont recevoir le traitement à l'essai dans une deuxième partie. Voilà, ça c'est des choses qui sont possibles. Et la dernière phase, c'est la phase 4, c'est une phase qui dit lorsqu'on a généralisé, donc le médicament a été approuvé, et ça c'est plutôt en vie réelle, pour voir un peu s'il y a des effets secondaires ou des choses particulières qui sont mis après ces essais cliniques sur beaucoup plus de patients, de manière générale. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions, s'il y a des choses qu'il faut qu'on aille un peu plus précisément dans cette recherche clinique. On pourra le faire aussi dans la suite des questions. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes pour avoir un peu d'infos précises sur les essais que vous allez présenter. Tout à fait. Je voulais juste revenir un petit peu avant de vous présenter tous ces essais. Donc je ne serai pas exhaustive hein, sur tout ce que... Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent. Juste là, pour vous montrer un petit peu le temps que ça me prend, le début de la découverte de quelque chose à vraiment l'utilisation du traitement. Donc ce qu'il faut savoir là, par exemple, dans le statut HER2, ça a été découvert à peu près dans les années 80, donc finalement, c'est pas si vieux que ça. Donc dans les années 80, on découvre l'HER2. Il y a une première publication sur cette amplification d'HER2 dans les cellules tumorales dans le cancer du sein en mai 87. On va commencer ensuite, quelques années plus tard, à développer ces anticorps qui vont cibler spécifiquement l'HER2. Et ensuite, il y aura un essai thérapeutique qui va de phase 3, donc vraiment avec plus de patients, voilà, pour voir un petit peu si ça fonctionne bien. Dans les années 95, avec le développement de l'herceptine. Il faudra attendre 98, donc 3 ans plus tard, que la FDA, donc aux États-Unis, approuve cette herceptine. Et ensuite, dans les années 2000, c'est l'agence européenne qui va le valider, notamment dans le cancer du sein métastatique HER2 suramplifié. Et ensuite, il y a donc ça, c'est vraiment pour l'herceptine, mais ça marche aussi pour les autres anticorps et les différents traitements. Voilà, il faut un petit peu de temps quand même entre le moment où on découvre quelque chose et la mise en place des médicaments dans nos hôpitaux. Merci beaucoup. On va pouvoir entrer dans la présentation de plusieurs études. Je pense que la première qui va être présentée, l'inclusion s'est terminée en septembre 2025, donc c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Et il a été évoqué pendant la première partie, le traitement par inhibiteur de tyrosine kinase, donc avec toute l'explication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure ce traitement fait mieux que le traitement standard? Bien sûr.
Donc là, je vais vous présenter quelques essais thérapeutiques qui sont en cours ou qui ont été en cours et qui ont fait l'objet de publications. Donc celle-ci, elle est très récente, hein. Elle a été présentée à notre congrès de Saint-Antonio, donc aux États-Unis, la semaine dernière. C'est les premiers résultats encore. Et donc, la question qu'on se posait avec cet essai Air2Climb 05, c'est toujours des noms assez barbares, les noms des essais, c'était de savoir si un inhibiteur par tyrosine kinase, les fameux TKI, faisait mieux lorsque on l'ajoutait à la maintenance lors de la phase de traitement, notamment lorsque je vous disais qu'on faisait du phase goal, les doubles anticorps, toutes les 3 semaines chez les patientes en première ligne de traitement. Donc il faut savoir qu'on a inclus, il y a eu une période d'inclusion de 2022 à 2025, c'était une étude de phase 3 avec plus de 600 patientes qui étaient randomisées. Qu'est-ce que ça veut dire randomisé? C'est-à-dire que les patients recevaient de manière aléatoire le traitement à l'essai et le trastuzumab pertuzumab ou le placebo, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas d'activité, et le trastuzumab pertuzumab. Et ça a été fait sur de nombreux endroits. Donc il y avait plein de sites qui ont fait cette étude. Et donc l'objectif, c'était de savoir est-ce que le tucatinib, ce fameux traitement qui est l'inhibiteur de la tyrosine kinase, lorsqu'on l'associe avec les doubles anticorps, ça fait mieux que ce qu'on fait actuellement. C'est vraiment un enjeu. Pourquoi? Parce que et tout à l'heure, vous l'avez évoqué sur le fait d'avoir la possibilité de travailler, etc. pendant ces traitements. En général, le trastuzumab, pertuzumab, c'est des traitements qu'on fait toutes les 3 semaines. C'est une piqûre et ça a quand même, en termes d'effets secondaires, ça peut faire de la fatigue, etc. Mais ça n'a pas cette faculté qu'a la chimio de vraiment de fatiguer de manière plus forte. Et donc, c'est des patients globalement qui vont bien, qui ont une vie en tout cas la plus quasi normale. Et donc, on veut vraiment que ce temps le mieux possible, où les gens parfois travaillent, etc., soit le plus long possible, hein. Donc voilà, l'association de ces traitements, on essaye d'essayer de trouver des combinaisons qui feraient vraiment mieux que ce qu'on fait actuellement. Et donc, dans les premiers résultats, ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, le fait d'ajouter cet inhibiteur de la tyrosine kinase, le tucatinib, ça permet de prolonger cette période sans récidive de la maladie, ce qui est vraiment très positif. Et en plus, je vous avais dit que ça pouvait passer cette barrière qui va jusqu'au cerveau. Et donc, ça permettrait aussi d'améliorer ce contrôle des lésions cérébrales, qui est vraiment un point très important qui nous intéresse beaucoup dans le HER2 positif. Et donc, du coup, vraiment, c'est des résultats qui sont intéressants. Alors après, comme tous les essais cliniques, il faut savoir qu'il y a des limites. Il n'y a pas encore de remboursement du tucatinib dans cette indication-là. Il n'y a pas d'AMM pour l'instant. Les données, elles sont encore immatures, c'est-à-dire que c'est des premiers résultats et on va devoir avoir plusieurs études pour pouvoir mettre en place ce traitement dans notre pratique courante. Mais en tout cas, c'est des résultats qui sont intéressants et l'objectif, c'est de faire avancer un petit peu la recherche dans ce sens-là. Merci beaucoup. C'est ce que vous évoquiez quand on voyait tout le petit circuit finalement du laboratoire jusqu'à la pratique courante. En fait, finalement, là, on en est aussi à l'étape de la communication des résultats. Vous avez mentionné San Antonio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est San Antonio? Oui, en fait, en oncologie, il y a beaucoup de congrès de différentes impacts, entre guillemets. Donc, cet endroit, c'est un gros congrès de scénologie où il y a en gros, toutes les choses un peu nouvelles vont être présentées de manière générale. Et donc, voilà, on a plusieurs médecins de l'Institut Curie qui sont allés à Saint-Antonio et il y a souvent les essais qui sont à l'étude sont présentés. Les premiers résultats sont souvent présentés dans ces gros congrès américains, français, voilà. Merci beaucoup. Et donc dans les termes précédents, on voit qu'il y a la notion de phase randomisée multicentrique. Multicentrique, c'est donc, comme vous l'avez mentionné, le fait qu'il y a plusieurs centres hospitaliers qui sont impliqués. C'est bien ça? Exactement, il y a plusieurs centres et notamment là, il y avait même plusieurs centres, pas que en France. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a des populations qui représentent un peu plus la population générale et c'est pas que des patients français ou que des patients américains, voilà, et donc c'est ça qui est intéressant aussi dans les essais pour avoir des patients qui ressemblent à nos patients aussi, qu'on prend en charge de manière générale. Et juste parce que en fait, on en parle peu souvent quand on parle des essais, mais en termes de perception patient, de qualité de vie, c'est vrai que la maladie cérébrale, les métastases cérébrales, c'est vraiment une préoccupation. C'est source d'angoisse et d'avoir aussi des nouvelles innovations thérapeutiques qui permettent soit de limiter cette rechute, j'allais dire, au niveau cérébral, soit de contrôler
le plus longtemps, eh bien, cette maladie cérébrale, ça participe, je crois, pour les personnes qui vivent avec ces maladies HER2 plus avancées, à gagner en confiance aussi sur, je dirais, leur qualité de vie, ce qu'elles peuvent vivre au quotidien. Et je crois que c'est important parce que c'est quand même, quand on avance dans les lignes, c'est difficile à vivre. Et je crois que c'est vraiment très intéressant de suivre. On espère beaucoup et on sera très content d'avoir des résultats avec voilà, plus de robustesse, comme vous dites. Mais les indicateurs, on va dire, sont quand même plutôt favorables. Et vous avez souligné la problématique de l'accès en France. Il faut savoir que c'est important aussi qu'on soit en lien avec les chercheurs et les patientes, nous, en tant qu'association, parce qu'on fait des contributions à la Haute Autorité de Santé pour dire pourquoi ces molécules sont importantes. Souvent, en fait, c'est quand même compliqué à comprendre. Il n'y a pas toujours beaucoup de patients qui disent, bon, est-ce que c'est vraiment utile de dépenser, entre guillemets, pour une nouvelle molécule en plus des autres, etc. Donc, en fait, c'est hyper important de pouvoir en rendre compte. Et je crois que voilà, pour les personnes qui accèdent et qui supportent bien ces traitements, ça, voilà, ça les stabilise bien et c'est quand même une belle avancée. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces éléments. Si vous avez des questions, encore une fois, dans le chat, il y aura un temps dédié pour parler plus spécifiquement de cette étude. Peut-être une deuxième sur laquelle vous pouvez nous dire un mot. Là, donc, on a parlé d'un exemple d'inhibiteur de la tyrosine kinase. Il y avait d'autres traitements que vous aviez aussi mentionnés au tout début, notamment autour du trastuzumab deruxtecan. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner un exemple? Oui, bien sûr. Je vais vous parler d'un deuxième essai ce soir, c'est la Destiny Breast 09. Donc, il y a plein de Destiny Breast, c'est le nom d'études qui étudient souvent le trastuzumab deruxtecan. Et là, la question qu'on se posait, c'est-à-dire que donc le trastuzumab deruxtecan, c'est un médicament qu'on a vu qui est un anticorps drug conjugué, c'est-à-dire un anticorps associé à de la chimiothérapie. Et la question se posait, on l'utilise déjà en pratique courante, ce traitement. Et la question, c'était de savoir, on l'utilise pas forcément en première ligne de traitement, il n'a pas encore montré qu'il était le plus efficace par rapport aux autres. Et donc, la question, c'était si on fait du trastuzumab deruxtecan avec en plus un autre anticorps qui est le pertuzumab, est-ce que ça fait mieux que notre traitement standard dans ce cancer du sein HER2 positif métastatique? Donc, c'était une étude, ça a été réalisé de 2021 à 2023. C'est également une phase 3 multicentrique, donc de la même manière avec plusieurs centres de différents pays qui participent. Et on a inclus plus de 1100 patientes. Et donc, du coup, on prenait les patientes qui étaient en première ligne de traitement. Et donc, l'objectif, c'était de voir est-ce que c'est sécure et est-ce que c'est efficace, est-ce que ça fait mieux que notre traitement. Et on regardait ce qu'on appelle la survie sans progression, mais pour savoir s'il y a pas il y a moins de récidives chez ces patientes-là. Et donc, les patientes, elles avaient soit elles étaient randomisées, donc on va leur assigner un traitement de manière aléatoire, soit elles avaient le trastuzumab deruxtecan associé au pertuzumab, soit elles avaient le trastuzumab deruxtecan et le placebo, soit elles avaient notre traitement standard qui est les taxanes, trastu, pertuzumab. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. C'est des essais qui viennent, donc pareil, c'est des choses qui sortent c'est assez récent. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que, en tout cas, dans les premiers résultats, c'est qu'il y a 44% de réduction de risque de progresser lorsqu'on utilise le traitement par trastuzumab deruxtecan et pertuzumab, et qu'il y avait vraiment une différence de plus de 15 mois de différence pour l'absence de récidive. Donc, c'est des choses qui sont vraiment encourageantes. Ça veut dire qu'il y a 44% de moins de patientes qui ont progressé plus rapidement, en tout cas, avec ce médicament-là. Donc, c'est vraiment très intéressant comme résultat. Encore une fois, comme tous les essais, il y a toujours des limites et ça reste encore là, je vous présente beaucoup d'essais qui sont récents et donc pour lesquels on n'a pas encore toutes les données. Pour avoir toutes les données, il faut un certain nombre de temps et d'années de suivi après la prise des traitements. Ça, c'est important et donc on n'a pas en général, il nous faut plusieurs années pour voir un petit peu et avoir du recul pour savoir si vraiment notre médicament, à la fin, fait vraiment mieux que celui qu'on utilise actuellement. Donc, de la même manière, il faudra d'autres études pour pouvoir prouver des choses et prouver que ça marche mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment très encourageant parce que voilà, il y a quand même des choses où on a l'impression quand même qu'avec des nouveaux médicaments, on arrive à faire mieux. Et la question qu'on allait aussi se poser, je vous parlais tout le temps des lésions cérébrales, c'est vraiment, on est vraiment
on est vraiment très intéressé pour faire vraiment le mieux possible, pour que nos patientes aillent le mieux possible. Et donc, on se pose la question, est-ce que ce traitement, il fonctionne sur les lésions cérébrales? Et ça, on n'avait pas encore beaucoup de données. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter l'étude suivante, qui est justement, qui s'intéresse plus spécifiquement à est-ce que ça marche sur les lésions cérébrales? Parce que si on change un peu nos standards, est-ce que ça va aussi fonctionner sur les patientes qui auraient des lésions cérébrales? Donc c'est vraiment très important de se poser pas mal de questions, c'est le but des chercheurs. Et donc là, c'est un autre essai, c'est de juin 2021 à février 2024. C'est un essai de phase 3B, 4. C'est un essai qui est ce qu'on appelle en ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bras comparateur. On n'avait pas quelqu'un recevait un traitement et quelqu'un recevait un autre traitement. Tout le monde avait les mêmes traitements. Et on regardait un peu ce qui se passait chez les patientes qui avaient un cancer du sein et qui étaient plus ou moins en deuxième ou troisième ligne de traitement. Et donc, on regardait plus spécifiquement ce qui se passait chez les patientes avec ou sans métastase cérébrale. Et on regardait un peu que faisait ce traitement chez ces patientes, notamment avec des lésions cérébrales. Et donc, lorsqu'on s'intéresse plus précisément aux patientes qui ont eu des lésions cérébrales, euh, globalement, on se rendait compte que vraiment la plus grande majorité des patientes avaient encore de la réponse clinique à plus d'un an de traitement. Donc c'était quand même, ça voulait quand même dire que ça fonctionne et qu'il y avait vraiment une réponse qui était objective au niveau du système nerveux central. Et donc on a quand même l'impression que ce traitement peut passer cette barrière aussi hémato-encéphalique et aller fonctionner sur les lésions cérébrales. Donc ça reste un essai qui n'a pas de bras comparateur. On n'a pas fait un comparatif. Est-ce que ça fonctionne sur l'un et si on utilise le traitement, ça fonctionne différemment. Donc on ne peut pas vraiment conclure sur un seul essai. En tout cas, on se pose des questions, on va chercher et on va regarder plus spécifiquement ce qui se passe chez des patients très spécifiques. Et donc, en tout cas, ces essais, ça nous encourage pour aller faire d'autres essais thérapeutiques pour voir si ça peut fonctionner et vraiment sur le long terme aussi. Merci beaucoup. C'est une question d'ailleurs en termes de méthode. On voit que, comme vous l'avez mentionné ici, il n'y a pas de bras comparatifs. Dans l'étude d'avant, il y avait trois bras et le premier, il y en a deux. Est-ce que le nombre de bras de traitement, ça change quelque chose au niveau de la robustesse statistique de ce qu'on peut obtenir? Alors parfois oui. Alors en tout cas, le fait de pas avoir, de bras comparateurs, c'est moins «robuste» entre guillemets d'un point de vue statistique. C'est-à-dire on peut pas savoir s'il y a des choses qui pourraient nous faire, enfin là, les médecins savaient ce qu'avaient comme médicaments les patients et donc du coup, ça peut entraîner ce qu'on appelle des biais d'un point de vue statistique. Lorsqu'on a plusieurs bras de traitement, c'est beaucoup plus, robuste, pour, la statistique. En général, on s'affranchit de différents biais. On essaye de mettre des patients qui sont comparables dans chaque bras pour pouvoir dire, bah là, les patients qu'on a comparés, eh ben, ils avaient à peu près les mêmes caractéristiques et donc du coup, on peut conclure sur quelque chose. Et le fait d'avoir un, deux ou trois bras, ça change pas fondamentalement. C'est plutôt le fait d'avoir des bras comparateurs qui est le plus important, en tout cas dans les essais. Et peut-être juste avant de passer sur l'étude d'avant, dans la limite que vous avez précisée pour Destiny Brest 05, je pense qu'il y avait le fait de pas de levée d'aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement une levée d'aveugle? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pas de levée d'aveugle? Ça signifie que on avait trois bras différents et donc là, pour l'instant, la seule chose qu'on a comparée, c'est les patients qui étaient randomisés, donc qui étaient mis dans le groupe trastuzumab deruxtecan avec rien, le placebo, ou avec le pertuzumab, contrairement à ceux qui avaient le traitement à l'étude. Et donc, on sait pas encore qui a reçu quoi et on va pouvoir affiner un peu ces statistiques pour savoir et un peu classer les différents types de traitements et voir un petit peu. Mais donc c'est ça, ne pas lever l'aveugle. Les médecins ne savent pas, les scientifiques ne savent pas et les statisticiens non plus. Qui a reçu quoi? Merci beaucoup. On creusera aussi un peu plus à partir des questions des participants et participantes dans le chat. Peut-être là, on a parlé des lésions cérébrales notamment. Est-ce qu'on peut parler aussi, ça a été mentionné au tout début, du fait qu'il était possible d'avoir un cancer qui soit HER2 positif surexprimé et en même temps qui soit sensible aux hormones féminines, donc de prendre par exemple de l'hormonothérapie. Est-ce qu'il y a aussi des recherches qui se font spécifiquement sur ces cas-là? Tout à fait. C'est l'étude que je voulais vous présenter, la suivante. C'est ce qu'on appelle l'essai PATINA et donc la première fois, on se posait la question sur une combinaison de traitements. Là, c'est une autre
type de combinaison de traitement chez des patients qui sont dits triple positifs, c'est-à-dire qui sont HER2 positifs et qui sont aussi sensibles aux hormones. Et la question se posait, c'était est-ce que si on fait de l'hormonothérapie renforcée par du palbociclib, c'est ce qu'on fait en pratique chez les patients qui sont hormonosensibles, est-ce que ça fait mieux que ce qu'on fait pareil de manière actuelle dans nos pratiques standards? Et donc, on a inclus là des patientes de 2017 à 2021. De la même manière, c'était une étude randomisée, donc qui est un peu plus qui est robuste en termes d'effets enfin, statistiques, de phase 3 et en ouvert. Donc là, on savait ce qu'avaient les patients, ce que recevaient les patients. Et donc, on a mis, chaque patient avait soit le trastuzumab, pertuzumab, donc c'est double anticorps avec de l'hormonothérapie seule, soit ils avaient trastuzumab, pertuzumab avec de l'hormonothérapie renforcée avec le palbociclib. Donc chez des patientes qui étaient en première ligne de traitement et qui avaient justement ce traitement qui avait par piqûre toutes les 3 semaines. Et en plus, elles avaient des comprimés à prendre, donc un comprimé d'hormonothérapie et des comprimés de palbociclib. Et donc la question, c'était est-ce que ça marchait bien sur ça. Et donc là, les essais sont pareils de manière assez voilà, enfin ils sont vraiment positifs. Mais avant ça, pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude? C'est parce qu'il y a quand même beaucoup de cancers du sang HER2 qui ont aussi des récepteurs aux hormones positifs, que parfois il y a quand même des résistances au traitement. Le fait d'avoir les deux sous-classes, ça peut donner quelques résistances au traitement aussi, et que finalement un des axes des traitements du palbociclib, le fameux médicament à l'étude, il pourrait jouer dans la régulation et la maintenance de ce gène RB2 qui code pour la protéine HER2. Donc ça, c'est un peu spécifique, mais en tout cas, d'un point de vue, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe au niveau physiopathologique, ça pourrait avoir vraiment un impact. Et donc, dans les résultats, on a montré qu'il y avait une vraie réduction de risque d'ajouter ça, de l'ordre de 26% de réduction de risque de récidive en ajoutant le palbociclib en entretien. Que c'est un traitement qui se prend par la bouche, par voie orale, donc il n'y a pas besoin de revenir de plus à l'hôpital, etc. Il fallait faire des suivis, bien sûr, de manière régulière avec des prises de sang, etc. Mais en tout cas, on avait vraiment l'impression qu'on faisait mieux et que du coup, la médiane de survie sans progression, donc la médiane, c'est quelque chose de statistique, mais ça veut dire que la moitié des patientes ont, avaient qui ne progressaient pas au bout de 44 mois contre 29 mois. Donc il y avait vraiment un gros delta, une grosse différence entre les patients qui avaient ce traitement vs les patientes qui n'avaient pas ce traitement. Donc en pratique courante, on n'a pas encore de recommandations concernant ce traitement. Mais c'est vraiment des résultats qu'on est hyper content. On n'a pas quand même dans nos essais cliniques des résultats aussi intéressants fréquemment quand même. Il faut le souligner, hein, on a parfois des choses qui avancent, mais pas toujours de cette envergure. Et donc c'était quand même vraiment très intéressant. Donc on fait ce qu'on appelle un changement de pratique clinique, c'est-à-dire qu'en clinique, on l'utilise en tout cas à l'Institut Curie. C'est pas fait de manière systématique dans tous les centres en France, parce qu'il n'y a pas encore eu de recommandations par les sociétés savantes qui encouragent cette utilité pour ce traitement. Mais en tout cas, on a quand même l'impression que ça fait bien, ça fait mieux, et donc du coup, on l'utilise actuellement à l'Institut Curie. Mais quand même, rappelons-le toujours, toutes les études ont des limites, et vraiment, j'insiste ça parce que c'est très important. Sur une seule étude, on ne peut pas toujours conclure. On n'a pas encore toutes les données. On ne sait pas si ça fonctionne bien sur une durée très prolongée. C'est ça la question. C'est un essai en ouvert, donc on savait quel patient avait quel traitement. Donc, est-ce qu'on n'a pas pu être influencé en tant que médecin en disant, ah bah là, sur tel ou tel effet secondaire ou tel et tel enfin voilà, examen. Et c'était des patientes qu'on avait, comme ce qu'on disait dans les essais cliniques, on sélectionne des patientes qui sont vraiment en très très bon état général. Les patients ne peuvent pas accéder aux essais cliniques parce qu'il y a des patients qui ont une pathologie qui serait exclue du protocole à l'étude. Et donc voilà, c'était des patientes qui étaient vraiment très en forme. Et à noter quand même qu'il y avait quand même un peu plus de toxicité sur le plan de vue du sang. Il y avait quand même pas mal de gens qui avaient des problèmes d'anémie, donc des globules rouges qui étaient bas, etc. Donc voilà, il y avait quand même un peu de toxicité, mais en tout cas, ça faisait quand même mieux. Donc c'est vraiment très encourageant. Mais il faudra attendre un peu de temps pour avoir des recommandations strictes par les sociétés savantes. Mais on n'a pas encore ça maintenant. Alors justement, c'est un peu en résonance avec une question dans le chat sur mais finalement combien de temps on peut espérer voilà, rester stable avec un cancer HER2 non hormonal, etc. J'avais envie de vous dire, là on voit des essais avec plutôt des innovations, des nouvelles molécules.
Mais nous, parmi les patientes HER2+, soit métastatiques d'emblée, soit qui ont rechuté, certaines, en fait, elles répondent extrêmement bien et extrêmement longtemps à leur traitement. Et on a quelques premières pionnières de finalement, et si on s'arrêtait? Donc, est-ce que vous avez aussi une réflexion, enfin, en fait, dans ce paysage de patientes, il y a toutes celles où on a besoin d'innovation et de faire mieux et de lutter contre l'avancée de la maladie, mais un peu, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, si vous avez beaucoup de patientes qui sont en réponse complète, ou en tout cas avec des très belles réponses, et est-ce que il y a une réflexion sur peut-être faire moins de traitements ou peut-être même faire des pauses parce que au bout de quelques années, parfois on est fatigué de se faire piquer. Du coup, voilà, qu'en est-il des avancées de ce genre-là? Eh ben, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, voilà, je voulais aussi vous présenter ça, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé beaucoup, de tout ce qu'on fait pour ajouter des traitements. C'est-à-dire qu'on se dit: «Allez, on va encore ajouter un traitement», ça veut dire, aussi des effets secondaires pour les patients. On parle beaucoup en qualité de vie, de nos patientes. Notre objectif quand même, c'est de soigner le mieux possible avec le moins d'effets secondaires, possible, hein, que les patientes, elles aient la vie la plus normale possible malgré la maladie. Et donc voilà, donc toute cette association de traitements, c'était vraiment pour montrer quand même qu'il y a des choses qui avancent et on essaye quand même de trouver les meilleures solutions pour nos patientes, vraiment, avec la science et avec les scientifiques. Mais effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'aujourd'hui on n'arriverait pas à désescalader? C'est-à-dire, est-ce que, on n'a pas des données qui pourraient nous dire: «Et oui, effectivement, chez les patientes HER2, on a tellement des bons traitements, qu'on a peut-être réussi à soigner vraiment bien nos malades». On a des réponses, effectivement, des gens qui sont dits en réponse complète ou réponse partielle, c'est-à-dire que la maladie, elle est stable ou quasiment elle a totalement régressé. Est-ce que chez ces patients-là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une pause de traitement, justement pour, arrêter, les traitements parce que ça fatigue, je suis d'accord avec vous, et c'est quand même, toujours, le fait de revenir à l'hôpital et cetera, c'est quand même pas rien. Et donc, il y a une étude, qui est actuellement qu'on a commencé à l'Institut Curie, qui est fermée actuellement pour les inclusions, mais en tout cas qui se pose cette question-là et qui me paraît très intéressante à vous présenter. C'est aussi pour ça que je voulais, vous parler de celle-là, cette étude-là. On a sélectionné des patientes qui ont un cancer du sein, avancé, donc métastatique, HER2 suramplifié, qui avaient déjà reçu plus de 2 ans de traitement, par des traitements anti-HER2 qui étaient dits en réponse complète ou partielle. Donc réponse complète, il y a plus de maladie, en tout cas on la voit plus avec nos yeux, d'un point de vue, radiologique et la réponse partielle, c'est qu'on peut la voir encore, en tout cas il y a des petites choses, mais ça bouge pas depuis 2 ans, c'est comme si la maladie, elle était un peu stabilisée. Et donc c'est un essai de phase 2, qui est multicentré, donc avec plusieurs centres, en France. Elle est nationale et qui a été débutée, début 2024. Et donc l'objectif, c'était de savoir est-ce qu'on peut désescalader ces traitements chez ces patientes qui ont une maladie qui est stable, depuis au moins 2 ans. Et donc, le schéma, thérapeutique, c'était de dire donc déjà on sélectionne ces patientes et là, c'est là où vous avez posé la question tout à l'heure de la biopsie de liquide. On allait, avant de les inclure, on va vraiment l'objectif, c'est de se mettre dans les meilleures dispositions. On veut pas faire de bêtises, on veut vraiment que ça se passe le mieux possible et donc du coup, on va faire une recherche d'ADN tumoral circulant, en faisant une prise de sang. On va refaire un examen d'imagerie complet. Vraiment, on va scanner nos patientes, vraiment corps quasiment corps entier et on pouvait arrêter les traitements si, l'ADN tumoral circulant, donc il y a pas de cellules tumorales qui se promènent dans le sang, plus, si leur, bilan d'imagerie était complètement parfait. Enfin, en tout cas qui était stable, ou en réponse, partielle ou complète. Et donc là, à partir de là, on arrêtait le traitement anti-HER2 et on les surveillait, régulièrement, tous les 3 mois, donc un peu plus au début et puis après tous les 3 mois pendant 2 ans, avec toujours ces ADN, cette recherche d'ADN tumoral circulant et des imageries. Et donc, vraiment, l'objectif de ça, c'est vraiment hyper intéressant, c'est de se dire: «Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une pause de traitement, chez les patientes qui sont vraiment dites longues répondeuses?» Et donc, on attend les résultats avec impatience. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel congrès, ou quand est-ce qu'ils sortiront ces résultats, à peu près l'horizon des résultats? J'ai pas tout à fait encore je sais pas encore vous dire exactement, je pense on parle en années quand même, hein, on n'est pas en mois. Je pense d'ici quelques années. À mon avis, on aura les premiers résultats, mais c'est quand même, il faut un peu de recul pour savoir si ça fonctionne bien, si, ça voilà, on a encore un peu de temps devant nous avant d'avoir les résultats, mais en tout cas, c'est quand même intéressant comme, design d'étude. C'est quand même rare, d'avoir des essais thérapeutiques qui désescaladent, dans le cancer du sein, avancé. Voilà, donc, c'est quand même une belle avancée, scientifique.
On Et du espère coup, en tout cas. vous avez dit que donc à l'Institut Curie, c'est fermé aux inclusions. Mais par exemple, est-ce qu'il y a d'autres régions de France où on inclut encore, puisqu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas que en région parisienne? Alors, tout à fait, je ne connais pas les centres qui incluent encore. En tout cas, pour l'instant, enfin, à l'Institut Curie à Saint-Cloud, là, c'est fermé, mais on espère rouvrir à nouveau, avoir quelques places pour nos patientes. Mais ça, je ne sais pas encore vous dire sous quel délai. Et pour les autres centres, oui, probablement, mais je ne sais pas vous dire lesquels. Mais vous pouvez aussi vous renseigner auprès de vos oncologues. Voilà, c'est des choses qui sont faites de manière générale. Et ça, vous pouvez en parler à vos oncologues référents, avec vraiment pas de souci pour en discuter avec eux. Un grand, grand merci pour cette présentation de toutes ces études. On va prendre encore un petit temps pour des questions-réponses. Laure, déjà aussi, si tu as d'autres questions à poser, n'hésite pas. Alors, Euh, en attendant, peut-être qu'il y en ait d'autres qui mm, soient mises effectivement dans l'onglet questions ou dans le chat. Vous avez parlé, docteur Maria, en fait, des recommandations en France. C'est vrai que c'est pas simple pour les. Quand on a une maladie avancée, on s'intéresse souvent à bah, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui bouge. Vous avez parlé d'un certain nombre de grands congrès et après, finalement, il y a la question de bah, oui, mais en France, c'est quoi nos recommandations? Et vous avez souligné, bah voilà, nous, ça y est, on fait des changements de pratique clinique à l'Institut Curie et puis petit à petit, ça va entre guillemets se mettre en place un peu partout. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire justement, en France, où est-ce qu'on discute ces recommandations? Je crois qu'en Île-de-France, il y a un référentiel qui est publié ou qui va être publié, qui met en fait autour de la table tous les médecins français spécialistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots si certaines patientes sont intéressées d'avoir ces grands lieux enfin, ces références? Tout à fait. Effectivement, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir des recommandations un peu générales, et ensuite chaque pays va faire un peu ses propres recommandations, parce qu'on sait que tous les pays ne vont pas rembourser de la même manière certains traitements en fonction de là où on se trouve sur le globe globalement. Et en France, donc là, je vais parler plus de ce qui se passe en région parisienne, effectivement. Donc on a on a des guidelines qu'on dit européens, et ensuite à l'échelle française, on va regarder un peu via nos experts en cancer du sein spécialisés qui vont se mettre autour d'une table et qui vont dire bah alors nous qu'est-ce qu'on dit pour suite à ça, qu'est-ce qu'on peut faire nous en termes de remboursement, qu'est-ce qui est remboursé en France, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'on doit proposer à nos patientes. Et donc au sein de l'Institut Curie et notamment en Ile-de-France, on utilise ce qu'on appelle le Cénorif et on pourra vous donner la référence qui va bientôt sortir. Enfin, en tout cas, qui est en cours qui va être sorti, en gros, qui est remis à jour tous les 2 à 3 ans. Vous avez vu que ça a évolué très très vite, donc c'est assez vite obsolète ces choses-là. Mais en tout cas, ça donne vraiment les recommandations sur les cancers du sein localisés, les cancers du sein avancés, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait mieux sur la douleur. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont évoquées. Et donc ça s'appelle le Cénorif et il vient de sortir en 2025. On a déjà un pré-aperçu, mais je suis pas sûre qu'il soit encore disponible partout. Mais ça devrait pas tarder. je crois que le contenu est finalisé. Il devrait y avoir une communication sous peu. Très bien. Absolument. Je pense qu'au niveau des échanges dans le chat, peut-être, moi, ce que je comprends dans la distinction au niveau des termes, c'est est-ce que vous pouvez définir la différence peut-être entre de la rémission et de la guérison? Alors, dans le cancer du sein avancé, on parlera toujours plutôt de rémission. Pour l'instant, en tout cas, là, je vous parle en 2025, peut-être que ça va évoluer, hein, donc c'est toujours des choses qui sont amenées à être mouvants et changeants. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans un cancer du sein métastatique, aujourd'hui, on ne peut pas dire le mot guérison parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir savoir guérir nos patientes, même si on a l'impression peut-être qu'il y a des patientes qui finalement répondent très 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 longtemps et qui pourrait peut-être être guéri. Mais c'est vraiment de l'ordre encore pour l'instant, vraiment, c'est pas du tout, c'est vraiment des hypothèses et pas du tout de la certitude. Et donc, du coup, on parle de la rémission lorsque la maladie, elle est stabilisée ou elle a disparu à l'imagerie. On évalue surtout à l'imagerie tout ça. Après, il y a d'autres choses, il y a des marqueurs, il y a ce qui se passe sur la prise de sang, il y a les marqueurs tumoraux. Voilà, il y a on a tout un panel pour réfléchir sur la maladie. Mais en tout cas, la rémission, c'est quand c'est stable ou que ça a diminué franchement la maladie avec nos traitements. Et la guérison, c'est vraiment la patiente qui a plus de manière certaine de lésions cancéreuses. Et notamment, c'est le cas dans les cancers du sein localisés. Lorsqu'on enlève la tumeur, on peut parler de guérison parce qu'on n'a plus de tumeur.
Voilà. Mais donc, dans le cas du cancer du sein avancé, pour l'instant, on parle surtout en rémission. Merci beaucoup pour cette question, Laure. Alors, il y avait une question, c'est difficile, on ne peut pas répondre Mmh. à une situation particulière, mais par contre, c'est quand même pas inintéressant parce qu'il y a des bases, notamment je pense à Esmé, ou peut-être que justement avec l'Institut des cancers des femmes, demain, il y aura moyen de dire tout ça. Est-ce que par exemple, entre une maladie métastatique triple négative ou hormonodépendante ou HER2, il y a des grandes différences, et notamment... est-ce que, par exemple, globalement, on peut rester longtemps sous cette première ligne métastatique est-ce que vous avez un peu des statistiques, mais bon, forcément générales, sur finalement combien de temps on reste dans les lignes, en fait, Alors, on a pour la des HR2, hein. Oui, oui, là, enfin, de manière générale, dans l'HER2, effectivement, on a un peu des ordres de grandeur. C'est plutôt, alors ça reste de la statistique, hein, c'est pas des choses fiables à 100%, hein, on parle toujours pour tout ce qui est scientifique, c'est toujours en statistique, et à l'échelle individuelle, c'est difficile d'extrapoler. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, moi, voilà, c'est important de le signaler, de le souligner. Dans le cancer du sein, en première ligne, on sait que effectivement, là, je vous ai montré par exemple, la médiane, c'était plutôt la médiane de survie sans progression, donc c'est-à-dire pas de récidive. On est de l'ordre de 29 mois, mais après, c'est des choses encore à manier avec précaution. Et là, le fait d'avoir ajouté certains traitements, on augmente tout ça. Donc en général, on espère le plus souvent quand même que ça dure au moins 2 à 3 ans, cette première ligne, mais c'est encore variable d'une patiente à l'autre. Il y a des patientes qui vont répondre très très bien et assez vite, d'autres beaucoup moins. Donc vraiment, chaque cancer est très différent. Et donc voilà, ça dépend aussi des atteintes. Il y a des lésions qui sont plus à risque que d'autres. Voilà, c'est vraiment un peu du cas par cas. C'est difficile de généraliser absolument. Ça Et reste de une l'ordre autre de la médiane. question, oui, merci beaucoup. Une autre question un peu généraliste, mais néanmoins, est-ce que la maladie HER2, c'est plutôt une maladie de femmes jeunes, de femmes mûres, de femmes âgées, vous voyez? Parce que typiquement, triple négatif, on sait que malheureusement, ça touche quand même un peu tous les âges, mais quand même pas mal de patientes, pour le coup, vraiment jeunes. Est-ce que, il y a un prisme particulier en termes d'âge, par exemple, pour la maladie HER2 ou pas forcément? Pas forcément. Effectivement, pour le triple négatif, on sait que c'est souvent des patientes qui sont plus jeunes, avec une maladie qui est plus agressive, donc ça, c'est vrai. Pour le statut HER2, c'est pas tout à fait c'est pas la même chose. Notamment, c'est que dans le triple négatif, il y a parfois aussi des associations, pardon, avec des anomalies génétiques qui aussi prédisposent un peu plus. Dans le cas du cancer du sein HER2 avancé, pas tout à fait. Et c'est souvent plutôt des patientes quand même, mais après, c'est plutôt des patientes d'âge classique d'un cancer du sein, donc plutôt ménopausée, mais pas toujours, bien sûr. Très bien. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Il y en a une nouvelle, je pense, qui vient d'arriver. Je Oui. pense que, ouais. Quel est l'organe le plus représenté, foie ou os, j'imagine, au niveau des métastases? Au niveau métastatique, il y a plus de lésions osseuses, de manière générale, quand même. C'est un des sites les plus fréquents des métastases, c'est les os quand même. Les os et les foies, enfin voilà, ça fait partie des lésions, mais je dirais là, c'est un peu plus. On va prendre une dernière question et puis après on passera plutôt à la phase aussi des ressources associatives qui sont à votre disposition et on clôturera. On pose la question si un cancer non métastasé mais infiltrant au moment de son diagnostic, est-ce que c'est ça un cancer avancé? Est-ce que c'est un cancer localisé ou dans quelle catégorie ça tombe? Alors, j'ai pas bien compris la question. Et Euh, infiltrant, est-ce que ça veut dire avancer ou pas? Pas forcément. Non, infiltrant, c'est juste la caractéristique que la tumeur, la tumeur, elle peut aller s'étendre ailleurs que dans le sein, mais ça veut pas dire elle est partie. C'est plutôt ça que ça veut dire. C'est juste qu'elle a cette caractéristique de pouvoir se déplacer, entre guillemets, et si on ne fait rien, elle va se déplacer. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais ça veut pas forcément dire métastatique. J'espère que Ah, j'ai été claire. Oui, je très crois. clair. Un très grand Alors, du merci à coup, toutes les deux. Peut-être, Laure, est-ce que vous voulez oui, rajouter un oui. mot
Alors volontiers, en fait, c'est vrai que déjà un immense merci d'avoir pris du temps, docteur, pour nous expliquer tout ça. Je crois que c'est vraiment formidable et merci Clara aussi pour l'organisation de ce webinaire. Euh, on est un grand nombre d'associations, vous voyez, à être en interaction avec l'IHU, Institut des cancers des femmes, avec chacune des prismes spécifiques, notamment donc Jeune et Rose et Aïda sont plutôt des associations qui vont travailler sur les problématiques des plus jeunes patients. Génétique Cancer, une association qui est spécialisée dans plutôt les prédispositions héréditaires familiales au cancer, notamment BRCA, dont vous avez peut-être entendu parler. Europadona, c'est une grande association européenne et avec notamment un colloque annuel. Rose Up, vous avez sûrement lu, si vous fréquentez l'Institut Curie, le super magazine Rose Magazine, mais il y a aussi les maisons Rose Up qui vous accueillent hors les murs de l'hôpital pour des soins de support, de l'échange, etc. Il y a le collectif Triplette Rose, qui est une association remarquable qui s'investit dans la mobilisation autour du cancer du sein triple négatif et notamment pour la recherche et l'accès aux innovations pour plus de réponses thérapeutiques. Les Sentinelles, donc avec Guillemets, qui était là, je crois, à la précédente, juste précédente webconférence, qui, elle, va être plutôt sur l'interaction avec les chercheurs et aborder des sujets aussi sur le vivre avec, les douleurs, l'hormonothérapie, etc. Donc, une association voilà, à laquelle que vous pouvez rejoindre et que vos proches aussi peuvent rejoindre. Et puis, donc, mon réseau cancer que je vous ai présenté, donc ce réseau social de patientes et de proches que vous pouvez rejoindre. Si vous le souhaitez, vous serez bienvenue. Voilà. Un grand merci, Laure Guérou-Colas et Dr Camille Maria pour vos interventions. Très rapidement, comme on a parlé de recherche clinique, si vous avez envie de rejoindre la communauté des patients partenaires qui veulent s'engager dans des projets de recherche à l'Institut Curie ou qui voudraient travailler sur des projets de développement de l'innovation, vous avez les contacts ici d'Aurélie Garcin du CIRIC, le CIRIC qui a été mentionné par Laure quand on parlait de la journée du collectif 1310 notamment, et puis moi-même pour le Women's Living Live. Évidemment, l'inclusion à des essais cliniques, ça passe par votre équipe médicale et votre oncologue. Il ne me reste plus qu'à faire le classique petit mot de remerciement pour toutes les personnes qui ont été impliquées dans le développement de toute cette belle présentation. Et pour finir, tout de même, parce qu'on veut toujours faire mieux, vous pouvez flasher ce petit QR code. On va vous renvoyer dans le chat le lien du sondage qui va vous permettre, en 5 minutes top chrono, c'est promis, de nous dire ce que vous avez appris, ce que vous avez apprécié de cette soirée. Voilà, et puis évidemment, si vous voulez la suite, le prochain est donc au mois de janvier sur les cancers du sein triple négatif localisés. Donc, n'hésitez pas à continuer de participer. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.